C'est un rare privilège pour Mémoire vivante que d'accueillir sur la chaîne Histoire le récit exceptionnel d'une destinée hors série et d'une vie incomparable. Le témoignage de Simone Weil traverse le nouveau siècle qui a commencé avec la fin de la guerre. Mais pour elle et sa famille, il s'ouvre plus tôt et par une tragédie, la déportation à Auschwitz où elle connaîtra avec sa mère et sa sœur l'absolu de l'horreur. Elle sera sauvée par cette vertu de courage qui dominera toute sa carrière dont les étapes appartiennent à l'histoire contemporaine. La politique de la santé et la réforme de l'IVG, les élections européennes et la présidence de l'Assemblée de Strasbourg, l'inlassable combat pour la cause des femmes partout dans le monde, la mémoire de la Shoah pour que l'inimaginable ne soit jamais oublié. Autant d'événements novateurs que Simone Weil nous fait revivre avec cette humaine simplicité qui explique la constance d'une admirative et affectueuse popularité. Merci tout d'abord Simone Weil de ce témoignage pour l'histoire. Parmi les grands destins du siècle, il y en a sans doute peu qui étaient marqués aussitôt que le vôtre par la tragédie et qui est commencé par une enfance aussi heureuse dans la jolie famille Jacob. Pouvez-vous nous faire revivre cette enfance? Oui, tout d'abord, c'était une enfance à Nice qui était très agréable comme ville. J'aime toujours beaucoup la mer. C'est probablement né de mon enfance où j'avais le sentiment qu'elle faisait partie de notre vie. Très souvent, petite fille, et ensuite quand j'allais au lycée, je préférais faire un trajet un peu plus long pour profiter de la mer. La montagne était tout près, environnait ce paysage, et Nice n'avait pas encore ces grands faubourgs. Mes parents s'étaient installés à Nice dans les années un peu avant ma naissance, et parce que mon père était architecte. Et il pensait avoir beaucoup à construire. La Côte d'Azur était en plein essor. Et puis, très vite, la crise en 1929 est arrivée et ça a beaucoup stoppé les possibilités que l'architecte qu'il était avait la possibilité de travailler. Ce qui fait que cette enfance très heureuse, parce qu'elle était baignée de tendresse et d'amour de nos parents, n'a pas été une vie facile sur le plan matériel. Mais au fond, je ne m'en rendais même pas compte. Je crois que ce qui comptait pour moi, qui était la dernière de 4 enfants, il y a 3 filles et un garçon, c'était cette tendresse, cet amour qu'il y avait, surtout de la part de ma mère, qui était sûrement la chose la plus importante de mon existence. J'étais choyée aussi par mes frères et sœurs. Ma sœur aînée, qui n'avait que 4 ans de plus que moi, mais qui était un petit peu une mère de substitution quand par hasard, maman n'était pas là. Si elle sortait le soir, ce qui n'arrivait pas beaucoup, je voulais qu'elle ait délégation, en quelque sorte, de ma mère pour me dire bonsoir, pour m'embrasser avant que je dorme. Et plus tard, quand j'ai fait du scoutisme, j'ai fait beaucoup de scoutisme, j'avais aussi le sentiment de ne pas être séparée de maman. Et tout de suite, je voudrais dire que nous sommes toujours restés ensemble, toutes les trois au camp. Nous n'avons jamais été séparés jusqu'à la mort de maman. Mais c'était une présence dont j'avais besoin et ce qui énervait un peu mon père. Mon père trouvait que il y avait pas ça devenait un peu ridicule. Alors j'étais assise toujours à côté de lui à table, je devais me tenir bien, ne pas mettre les coudes sur la table, dire oui papa, oui maman si on me demandait quelque chose, mais j'étais assise à côté de papa, toujours. À droite, je me souviens, et je me disais toujours que c'était pour pouvoir plus facilement, éventuellement, me donner une petite gifle pour me faire comprendre que je ne me tenais pas assez droite, que je n'étais pas assez polie. Mais alors, les jours où papa n'était pas là, ce qui lui arrivait, parce que pour son travail, il était amené à s'absenter, à ce moment-là, alors, le privilège, c'était qu'on changeait de place, et j'étais assise à côté de maman. C'était aussi le fait que quand on traversait les rues, c'était moi qui devais toujours lui donner la main. Et, enfin, je voulais avoir, du fait que j'étais la plus petite, un certain nombre de privilèges et que maman m'appartienne. Alors j'admettais que mes frères et sœurs y avaient droit aussi.
Mais au fond, j'étais assez exclusive pour toutes les personnes extérieures à la famille. Et notamment certaines amies de maman. Elle avait des amies, elle était tellement bonne, généreuse, lumineuse, très très belle. Et que je trouvais toujours un peu que ses amis en profitaient, ou même la famille. Et j'essayais de lui dire, mais ne te laisse pas faire, enfin, en grandissant de plus en plus. Et en trouvant qu'au fond, elle nous appartenait. À tous les quatre, à ses enfants. Peut-être je trouvais aussi que mon père avait une très grande exigence de présence. Et le soir, quand nous étions moi j'étais encore enfant, mais mes sœurs devenaient des adolescentes, on aimait que maman reste dans notre chambre. On avait la même chambre et on souhaitait que maman reste avec nous le plus tard possible. C'était pas encore très tard, mais pour bavarder après le dîner. Et il y avait toutes les quelques minutes mon père qui l'appelait en rappelant Yvonne, tu viens. Et nous, on voulait la garder. Voilà, et mon enfance, c'est beaucoup maman. Une éducation morale forte. Et par ailleurs, alors aussi bien d'ailleurs aussi bien maman que papa étaient pas du tout religieux. Nous n'avions aucune instruction religieuse, aucune pratique religieuse, mais une morale extrêmement forte. Une morale qui n'était pas une morale de principe, il faut faire ci, il faut faire ça, mais une morale de valeur, beaucoup. Mon père était un grand humaniste, à la fois attaché effectivement à la morale, et à une certaine conduite dans la vie, de dignité, de droiture, d'honnêteté, mais aussi la culture était pour lui quelque chose de fondamental. Ne pas savoir certaines choses, ne pas s'intéresser à certaines choses, c'était qui appartenait pour lui à la culture française ou même à l'humanisme universel. C'était quelque chose aussi qui était grave et il surveillait beaucoup nos lectures. Il surveillait beaucoup nos lectures et moi, quand j'ai commencé à être vers l'âge de 14-15 ans, où donc il les regardait de très près, j'étais toujours étonnée par ses choix. Parce que ses choix n'étaient pas du tout sur le contenu même des livres. Et par exemple, quelquefois, j'étais presque choquée moi-même de certains livres qu'il laissait entre mes mains, que jamais les camarades de ma classe n'auraient eu, où il y avait ce qui à l'époque choquait, l'homosexualité présente. Je lisais des livres de Monterland, ou des adultères, ou des choses comme ça. Mais du moment que c'était de la bonne littérature, on pouvait le lire, il nous l'expliquait, et on pouvait le lire. En revanche, je ne supportais pas qu'on lise des petits romans d'amour idiot, ou des livres mal écrits, des traductions de livres sans intérêt. C'était vraiment une conception de l'éducation qui était extrêmement, je dirais pas raisonnée, mais instinctive, de faire de nous des êtres responsables et ayant surtout je dirais la vie à la maison, parce qu'il ne le concevait pas comme une éducation, mais le fait de vivre ensemble, et ce qu'il nous avait appris pouvait faire de nous des hommes et des femmes de qualité. Vous parliez de l'honnêteté. On ne ment pas, on faisait inculquer la vérité. Ah oui, le mensonge était pour lui quelque chose d'affreux, à tel point que je me souviens d'un mensonge très, très précis que j'avais fait, où j'avais nié avoir cassé un objet qui n'était pourtant pas, je ne crois pas, un objet de valeur, enfin c'était quelque chose. Mais à partir du moment où j'ai dit c'est pas moi qui l'ai cassé, je ne pouvais plus revenir en arrière. Alors j'étais prise dans mon mensonge et ça restait, je m'en souviens, ça restait comme quelque chose qui me pesait. Mais par exemple, j'entends quelquefois des gens qui évoquent qu'ils ont signé pour leurs parents ou fait un petit mot d'excuse en imitant. C'est quelque chose qui me paraissait vraiment pas imaginable, vraiment pas imaginable. Et je pouvais avoir probablement un jugement très sévère sur
des camarades qui le faisaient, alors qu'en même temps, quelquefois, j'aurais tout de même, ça ne veut pas dire que j'étais une élève parfaite, j'aurais bien souhaité pouvoir cacher certaines notes, ne pas avoir à soumettre mon carnet à mes parents. Mais on avait à l'époque, on était beaucoup plus surveillés pour les entrées et les sorties de classe. Ça ne me serait pas venu à l'idée de tromper mes parents sur la question. Et ce refus intransigeant du mensonge, ça ne vous a pas gêné plus tard en politique? Non, je crois que j'ai essayé de ne pas mentir. J'ai une situation un peu particulière parce que ce qui aurait impliqué peut-être des mensonges, et je dis peut-être encore que ça n'est pas sûr que ça implique nécessairement des mensonges, mais j'ai toujours été très indépendante par rapport aux formations politiques. Et c'est vrai que la solidarité qu'exige la politique, les formations, implique quelquefois peut-être de s'arranger avec la vérité, je dirais, de biaiser. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on fasse, de ne pas tout dire. J'ai eu à la fois l'avantage et l'inconvénient j'étais à l'UDF, mais aux adhérents directs de l'UDF, donc ce qui était le plus souple comme formule, et donc ne pas avoir un dogme de parti, des règles de parti, des positions partisanes qui me soient imposées. Ce qui évidemment est important, mais remarquez, je crois que quand les gens sont militants d'un parti, ils absorbent ce que dit le parti, ou bien alors ils finissent par en être convaincus, ou bien il y a des courants, on voit ça, actuellement des formations dans lesquelles il y a tout de même, heureusement, un certain espace d'indépendance et de liberté. Je crois que les gens en ont moins besoin qu'on paraît le croire quand on ne partage pas les opinions. C'est que je crois que les gens sont beaucoup plus sincères, beaucoup plus convaincus qu'on ne le pense. Il y a une logique dans la politique qui fait que quand on est dans pas seulement d'être dans une formation, le fait d'être dans un parti, c'est qu'on adhère à un parti parce qu'on est convaincu de la plupart de ses positions et qu'il y a tout un raisonnement qui se fait, qui, je crois, impose beaucoup moins de rigidité aux gens, ou en tout cas, ils ne se sentent pas gênés, ils y adhèrent. Je crois que, en fait, quand on appartient, d'abord, quand on appartient à un gouvernement, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord vraiment avec des décisions importantes ou avec la politique générale faite par le gouvernement, il faut s'en aller. C'est pas possible ni d'être solidaire de choses qu'on réprouve, ni de mentir sur des choses que l'on considère importantes. Vis-à-vis du Parlement européen, où j'ai siégé pendant longtemps, ça m'est arrivé, c'est beaucoup plus souple, on n'a pas de motion de censure vis-à-vis d'un voix, on n'est pas dans l'opposition ou dans une majorité. J'ai présidé un groupe, j'ai présidé le Parlement européen. Je crois vraiment n'avoir jamais été amené à faire quelque chose, ni à mentir dans un vote ou autre. Si je n'étais pas d'accord, enfin les libéraux, je dirais un peu, sont des gens très individualistes. Alors c'est un groupe, en plus on était plusieurs nationalités. Si on n'était pas d'accord, on admettait la liberté de vote. Je crois vraiment avoir très peu exercé le mensonge. On fait quelquefois des mensonges par omission, ou bien dans le courrier qu'on fait encore aujourd'hui. Je m'accorde des facilités, je le reconnais. Quelquefois, je dis franchement non, Jean, votre dossier est mauvais, ça m'est encore arrivé ces jours-ci, je ne transmettrai pas. J'explique d'ailleurs, quand je ne veux pas, j'explique aux gens pourquoi je trouve qu'ils essayent d'obtenir un avantage qui ne leur est pas dû, ou que je ne veux pas intervenir parce que ce sont des questions dans lesquelles on n'intervient pas. Et puis, dans d'autres cas, c'est vrai, quand c'est des situations sociales difficiles, mais que je ne peux tout de même pas intervenir parce que je sais que ça n'aboutira pas, que donc je mettrai le ministre en difficulté, auprès duquel j'interviens, je dis aux gens, je transmets pour attribution, je laisse entendre que j'ai tout de même envoyé une lettre. Donc, mais je crois moi j'ai toujours cherché, même quand
Quelquefois, d'ailleurs, je fais surtout des ennemis, dans la mesure où justement j'ai refusé certaines interventions, où j'ai dit aux gens non, on ne peut rien faire, en leur expliquant pourquoi on ne pouvait rien faire, ou que je ne pouvais pas voter telle chose ou le soutenir. Quelques autres moments forts dans votre enfance, le scoutisme? Oui, il y a eu deux choses qui ont beaucoup compté dans mon enfance en dehors de la famille. C'est d'une part le lycée, et c'est le scoutisme. Et les deux se sont très largement confondus parce que nous retrouvions chez les éclaireuses, d'abord chez les louveteaux où j'ai été, puis chez les éclaireuses, les mêmes camarades. C'était les camarades du lycée, et c'était à la fois les éclaireuses et souvent les cheftaines qui étaient dans les grandes classes. C'était des lycées où il y avait des vies, je dirais pas familiales, mais tout de même très amicales, des relations très chaleureuses, et des lycées où on se connaissait, où souvent on avait fait des études depuis, il y avait à l'époque à la fois l'école, le collège et le lycée, c'est-à-dire qu'on commençait au jardin d'enfants, le cas échéant, et puis si on a cité des petites classes, on vous mettait au jardin d'enfants. Et puis, on terminait avec les classes terminales de philo, de mathélème. Donc, on gardait souvent la même filière, donc des camarades qu'on avait connus petites et qu'on retrouvait le jeudi et le dimanche aux éclaireuses. C'était évidemment une situation très, très chaleureuse et très, très, très privilégiée, avec, je dois dire, des amitiés que j'ai conservées jusqu'à maintenant. Malheureusement, ma plus vieille amie, à la fois du lycée et des éclaireuses, est disparue il y a quelques années. Je peux dire que jusqu'au dernier jour, je crois que les derniers mots qu'elle a prononcés, c'est pour moi. Mais je l'avais connue enfant, tout à fait. Mais enfin, je l'avais connue pas tellement. Elle était arrivée en 1939 ou 40 à Nice, venant de Paris. Mais j'ai encore quelques amis de Nice qui me sont restés très très proches. Alors le lycée était un lycée très agréable. Moi, il me paraissait, c'était aussi une famille parce que mes deux sœurs aînées y avaient été, même mon frère dans les classes primaires. Tout le monde nous connaissait, maman venait nous chercher, elle était très belle, on la remarquait. Et alors Madame Jacob et ses filles, c'était un peu à Nice des gens qui avaient leur place dans le lycée, parce que maman était toujours volontaire pour s'occuper des kermesses du lycée, des fêtes, pour accueillir à la maison les camarades qui aimaient mieux faire leurs devoirs à la maison chez nous que chez elle, ou même celles qui n'habitaient pas Nice même et qui venaient déjeuner certains jours à la maison pour ne pas rester à la cantine du lycée. Elle était liée avec beaucoup de nos professeurs. Et au fond, entre le lycée, les éclaireuses et la maison, il n'y avait une continuité, aucun dépaysement. Je revois, aux éclaireuses, nous portions des cravates, qui étaient les cravates de cette troupe d'éclaireuses. Et je revois maman faisant des cravates qui étaient vertes avec un bord d'argent. J'en ai encore une d'ailleurs, que j'ai gardée en souvenir, que j'ai retrouvée. Et c'est maman qui faisait les cravates pour toutes les filles de cette troupe. Donc elle était associée à nos activités tout en restant d'une très très grande discrétion. Si on lui demandait quelque chose, mais elle ne cherchait pas du tout à venir, s'imposer, donner son avis. Elle cherchait à aider et aussi, je dois dire, à donner beaucoup d'affection et de chaleur maternelle à certaines de nos camarades qui en avaient moins que nous. Vous apparteniez à une famille juive laïque et pourtant vous avez rencontré très tôt l'antisémitisme. Oui, très tôt. Je parlais du jardin d'enfants et je crois bien que c'est au jardin d'enfants parce que je revois la vieille glycine qu'il y avait près de notre classe qui donnait directement sur un jardin qui me paraissait grand, mi-préau, mi-jardin. Et c'est une de mes camarades, une de petites amies même, je me souviens encore de son nom, et c'est un des rares souvenirs qui émergent comme ça, de précis, et qui m'a dit « Oh, tu iras en enfer, ta mère brûlera en enfer parce que tu es juif. » Et c'est la première fois que je rentrais à la maison en pleurant, en demandant
ce que ça voulait dire. Mais je dirais que c'est ça qui m'a alertée et fait souffrir. Mais que mes parents, qui n'étaient ni l'un ni l'autre religieux, et dont la famille n'était pas du tout religieuse, mes parents ne s'étaient pas mariés, ce qui était très rare à l'époque quand même. Ils s'étaient mariés peu de temps après la fin de la guerre de 14, ils ne s'étaient pas mariés religieusement. Et nous n'avions eu absolument aucune éducation religieuse. Moi, je crois qu'avant la déportation, j'ai mis les pieds une fois dans une synagogue. C'était une cousine de passage qui m'avait emmenée, et mon père lui avait dit que si jamais elle m'emmenait à nouveau dans une synagogue, il ne la recevrait plus. Enfin, il ne laisserait plus sortir avec elle. Enfin, ça m'arrivait aussi en même temps d'aller pour... je me souviens avoir été pendant la guerre à l'église pour une messe parce que j'avais été marraine d'un sous-marinier, qu'il y a eu une messe, ce sous-marin a coulé. Et ça a été un des plus gros chagrins d'enfant. Je n'avais jamais rencontré. Vous savez, on écrivait quand on était marraine de guerre, on écrivait des lettres à des soldats qu'on ne connaissait pas. Et c'était donc en 39-40. Et puis, votre père ne voulait pas qu'on parle de politique à table. Vous avez quand même le souvenir des événements de l'avant-guerre, la crise de 29, vous nous en avez parlé, les accords de Munich, par exemple, aussi, les événements de 36. Oui, la crise de 29, je m'en souviens parce qu'on en parlait à la maison et que nous avons déménagé quelques années, enfin, dans les années 30, et que donc on disait c'est la crise parce que mon père n'avait presque plus de travail. Il travaillait beaucoup sur la côte de Provence. Il a construit un certain nombre de villas, mais des villas beaucoup. C'est ce qu'on construisait dans le Midi à l'époque. Il avait construit des villas à La Ciotat. Et à l'époque, d'ailleurs, les lotissements, les grands lotissements, avaient essayé de lancer, les grands entrepreneurs avaient essayé de lancer Saint-Tropez, qui n'avait pas très bien démarré. Et mon père croyait beaucoup plus à La Ciotat, parce que c'était très près de Marseille, que la baie de La Ciotat était très belle, elle l'est toujours, et il avait sous-estimé le poids négatif qu'aurait pour le lancement de La Ciotat le fait qu'il y ait les chantiers, et que ces chantiers rebuteraient un certain nombre de gens qui venaient passer leurs vacances et qui donc avaient la proximité d'un chantier naval important. Mais la construction s'est pratiquement arrêtée dans les environs de Nice aussi. Et donc, sa situation s'est trouvée très, très dégradée. D'un appartement très agréable, nous sommes allés dans une maison, dans un quartier qu'il était moins. Mais moi, j'aimais bien cette maison parce qu'elle donnait sur... du balcon de notre chambre, on avait la vue sur un grand horticulteur qui restait là longtemps. Après la guerre, il existait encore. Et en bas de la maison, il y avait un petit jardin attenant au rez-de-chaussée de la maison, donc, mais dans lequel nous n'ayons pas. Nous avions un appartement à la hauteur qui avait beaucoup moins de confort, beaucoup moins d'agréments, beaucoup plus petit. Nous avions une chambre pour nous trois. Mais au fond, on trouvait ça normal et agréable d'avoir une chambre pour nous trois. Vous vous souvenez des événements de 36 ? Alors 36, oui. Alors 36, je m'en souviens très bien parce que, et je pense que peut-être on sera étonné d'entendre ça. D'abord, on en parlait un peu à la maison, pas beaucoup, on en parlait beaucoup au lycée. Et alors, ce qui m'étonne justement dans un établissement de ce genre, quand je repense à ce lycée où tu étais plein de facilité, de bonheur, tout de même, à l'époque, les lycées étaient, je dirais, classe moyenne, plutôt bourgeois comme élèves et comme appartenance des élèves. Eh bien, j'ai souvenir qu'on y parlait beaucoup politique. J'ai souvenir que, notamment au moment de 1936, où il y avait des grèves, où il y avait des manifestations dans la rue, des défilés. Je revois très bien un défilé dans un des grandes avenues, l'avenue de la Victoire, qui traverse le boulevard que nous prenions pour aller de chez nous au lycée. Et tout ça faisait qu'au lycée, il y avait entre les élèves, pas du tout les professeurs, mais entre les élèves, des discussions terribles qui devaient refléter. On avait quoi on avait une dizaine d'années, 10-12 ans certaines, plutôt 10 ans.
Et ça devait refléter ce que les élèves, ce que les parents pensaient, mais il y en avait qui portaient des insignes, il y avait déjà les croix de feu. Et je crois que même un petit peu aux éclaireuses, parce que nous avions été frappés, mes sœurs et moi, en allant chez une de nos camarades, d'ailleurs avec laquelle nous sommes restés liés et très gentils, parce qu'il y avait dans la chambre des enfants une photo, enfin un portrait d'un personnage politique qui nous avait beaucoup étonnés, nettement classé à droite, et ce qui nous avait, nous, déjà beaucoup étonnés, mais quand on l'avait dit à nos parents, encore beaucoup plus. Je voudrais dire d'ailleurs que plus tard, l'éclaireuse en question, enfin l'IMI en question, a été une très grande résistante. Et ça nous a toujours, je dois dire, nous qui avons pu faire justement constater ça dans sa chambre, photo qu'elle n'avait pas, affiche qu'elle n'avait probablement pas mise elle-même, et son attitude très jeune de grande résistante montrait qu'il y avait vraiment, la résistance avait été très, très diverse. Pour vous, le début de ce qu'on allait appeler plus tard une sensibilité de gauche? Alors, on parlait à la maison, par principe, mon père ne voulait pas qu'on parle politique devant nous, donc il ne parlait jamais politique quand nous étions là, sauf naturellement à partir de 39-40 et surtout à partir de la fin, enfin, de juin 40, mais même auparavant de la guerre. Mais à travers les journaux qu'il lisait, et les quelques mots qu'il pouvait dire, les positions, de temps en temps une conversation, on sentait très bien qu'il n'avait pas les mêmes positions. Je dirais pas les mêmes votes, puisque les femmes ne votaient pas, mais d'abord j'ai l'impression que ma mère était beaucoup plus intéressée par la politique que mon père, et qu'elle était certainement plus à gauche que lui. À Nice, il y avait deux grands journaux, un qui était plutôt marqué à gauche et l'autre plutôt à droite. Quand mon père n'était pas là, ma mère achetait le Petit Niçois qui était plus à gauche que l'Éclaireur. Donc pour nous, on avait conscience. De même, les hebdomadaires qu'elle achetait ou les mensuels, enfin les journaux qu'il y avait à la maison et qu'elle achetait elle, étaient des journaux de gauche. Je pense que depuis qu'elle était jeune fille, elle avait sûrement, je crois que ma grand-mère maternelle avait dû être probablement déjà de gauche, et surtout mes oncles et tantes, sa sœur qui était médecin, enfin mes oncles et tantes étaient clairement marqués à gauche, très engagés, et donc elle était plus sensible. Elle n'était pas du tout, elle faisait pas de politique active, pas du tout comme mes oncles et tantes, mais enfin c'était sa sensibilité, c'était sûrement sa sensibilité. D'ailleurs, je sais que quand je suis entrée au gouvernement, il y a des gens qui étaient plus âgés, qui étaient des amis de mes parents, ou qui étaient en tout cas plus âgés que moi, et ils me disent, mais enfin, tu entres dans un gouvernement qui n'était pas du tout les convictions qu'aurait eu ta mère. On n'avait pas parlé de mon père, mais on parlait de ma mère. Enfin, moi je crois que c'était chez elle beaucoup une sensibilité sociale très, très engagée, très marquée. Pour le reste, je ne peux pas, je ne sais pas jusqu'où ça allait ses convictions. Alors, notamment au moment du Front populaire, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait de discussion à la maison sur la question. Ou peut-être j'étais tout de même encore jeune, je n'ai peut-être pas perçu. Et je n'ai jamais demandé à mes sœurs, j'ai encore temps de le faire avec une de mes sœurs, mais c'était plus en classe. Mais à partir évidemment des accords de Munich, là ils ont été l'un et l'autre tout à fait hostiles, parce qu'ils avaient été l'un et l'autre très sensibles et à la montée du nazisme, très, très lucides de ce qui se passait en Allemagne. De l'attitude aussi des gouvernements qui avaient accepté le réarmement de la Rhénanie, et qui trouvaient qu'on était beaucoup trop faible vis-à-vis de l'Allemagne.
Mais là aussi, il y avait une différence de sensibilité parce que avant que ce soit le nazisme, je me souviens très bien, et c'est de là que, pour partie, datent mes sentiments européens. Maman regrettait toujours qu'on n'ait pas essayé cette réconciliation qui était prônée par Briand et qu'on aurait pu essayer de trouver un accord, une réconciliation avec les Allemands, alors que mon père était de ces Français très, très patriote, nationaliste, et qui disait, d'abord il ne parlait que des Boches et jamais autre chose, et qui disait, un jour il m'a dit, mais on ne se réconciliera jamais, sauf si on les tue tous. Enfin, il y avait cette espèce de haine des Allemands qui était extrêmement forte, et alors que maman avait certainement une attitude, des sentiments tout à fait différents. Hein. Faut dire que, mais cette chose que j'en parle parce que je crois que les jeunes aujourd'hui ne se rendent pas du tout compte de ça. C'est à quel point la volonté, parce que ça a été une volonté, une décision délibérée de se réconcilier pour avoir la paix et pour aussi instaurer la démocratie, a été importante dans la création de l'Europe, et que pour nous, pour ma génération, c'est un changement complet. On a été élevés, je suis de ces générations qui ont été élevés entre les deux guerres, mais avec à la fois l'image du passé, de tous les proches qui avaient été tués, dont on entendait parler, c'est né nettement après la guerre, mais ça avait beaucoup marqué les esprits des gens, des cousins, enfin beaucoup de gens qui manquaient dans les familles. Un des frères de mon oncle avait été tué tout à fait presque à la fin de la guerre de 14, très jeune, il s'était engagé. Enfin, on était environné aussi de veuves, de gens, des tragédies de la guerre et des récits de la guerre de 14. Et il faut dire qu'il a été tout de même, il ne faut pas l'oublier, on parle de la barbarie de la Deuxième Guerre mondiale, mais la première, dans un autre genre, a été une barbarie aussi atroce et effrayante, la guerre des tranchées. Et en même temps, très vite, la crainte d'un nouveau conflit. Moi, je sais que mon enfance, dans cette enfance très heureuse, baignée de bonheur, de la beauté du paysage, d'une nature qui comptait beaucoup. Enfin, la nature avait une très grande place dans la joie du scoutisme. Il y avait les sorties dans cette campagne autour de Nice, absolument pas dégradée, magnifique. Eh bien, dans tout ça, l'ombre n'était pas les difficultés matérielles, que je ressentais peu, mais l'ombre terrible, c'était la peur d'une nouvelle guerre, par rapport aux souvenirs que l'on voyait de la précédente. Vous avez éprouvé très tôt, vous, l'adolescente de la famille, très tôt. L'angoisse de la montée du nazisme et des menaces contre la communauté juive. juive. Il y avait d'abord, nous avions des camarades de classe dès les années 37-38, qui étaient, ou de scoutisme, qui étaient réfugiés d'Allemagne ou d'Autriche. J'ai été très, très liée avec une petite fille de Freud, dont les parents sont venus tout de suite après l'Anschluss. J'ai toujours une petite photo d'identité, qui est une photo qui avait été faite par le fils de Freud, qui était photographe, qui s'était installé comme photographe à Nice, et qui nous racontait ce qui s'était passé, dans quelles conditions il s'était parti. Et maman, je dois dire, très tôt aussi, s'est occupée d'accueillir, d'aider ces gens qui arrivaient d'Allemagne, qui racontaient des choses épouvantables. Et je me souviens même, petite en 34 ou 35, je crois que Raymond Aron a fait un voyage en Allemagne où il est revenu très, très pessimiste, très lucide. Et mes parents l'avaient rencontré à La Ciotat et il leur a fait état, je sais pas, ils se rencontraient au tennis, je sais pas, enfin, ils l'avaient rencontré. Et il faisait état de ce qu'il avait vu lorsqu'il avait été comme étudiant, comme universitaire, n'est-ce pas, en Allemagne, et il les avait beaucoup, enfin, très mis en garde sur ce qui allait se passer. Il était très, très lucide, très pessimiste, et son expérience, ses compétences, évidemment, avaient déjà du poids dans ce qu'il disait. Donc on était tout à fait conscients. La guerre, je dirais que la drôle de guerre
donne bien ce sentiment, si on peut l'appeler drôle, donne bien le sentiment qu'on est dans une période d'attente où les gens baignent en général dans un optimisme qui, à mon avis, c'est curieux d'ailleurs, comme alors que j'étais encore enfant, à mon avis, n'est pas déterminant, enfin, n'est qu'une attente. Et je sens bien que les choses, que rien n'est décidé, que tout va venir encore. Et puis, mes 40, donc là, c'est vraiment... nous étions à Nice, on pouvait se croire protégé provisoirement, en tout cas par ces événements, cette avancée des Allemands, quand il y a ensuite ce qu'on a appelé le coup de poignard dans le dos des Italiens. Je me souviens très bien quand on a entendu, j'avais été à Cannes ce jour-là avec mon père voir une vieille tante, et sur le quai de la gare, les journaux criaient le coup de poignard dans le dos, les Italiens ont déclaré la guerre contre la France. Pour beaucoup de Niçois qui se sentaient très proches des Italiens en dépit du régime fasciste, ça a été vraiment quelque chose de très, très douloureux. Et si je parle de cette attaque des Italiens, c'est parce que quand il y a eu l'armistice, quand on a parlé de l'armistice, mon père a eu très peur que Nice soit annexée. Et qu'il ne voulait tellement pas qu'on prenne le risque de vivre dans une région annexée par les Italiens, qu'il a absolument voulu que nous quittions Nice pour aller retrouver mes oncles et tantes qui, eux, avaient quitté Paris et se trouvaient dans la région de Toulouse, mais qu'on ne reste pas à Nice avec le risque d'être pris dans une nasse dont on ne pourrait plus partir. Mais ce n'était pas du tout à ce moment-là la crainte de quelconque action contre les Juifs. C'était le fait d'être annexé, d'être dans une région annexée par les Italiens. Il a vécu... la défaite a été pour lui comme je dirais, il l'a ressenti comme français, pas du tout en pensant aux menaces qui pourraient peser contre les Juifs ultérieurement. Et ça a été vraiment pour lui un accablement à la maison, pour ma mère aussi, alors que c'est vrai que au fond, un certain nombre de gens, peut-être, pouvaient presque être soulagés que ce soit fini. Ça a été ce sentiment, avec pour mon père, je dois le dire, ancien combattant, ces sentiments qui ont été ceux d'un certain nombre de Français. Pétain, ça avait été un grand militaire qui à la fois avait mené des combats, mais en même temps avait aussi su sauver dans des périodes difficiles, à Verdun notamment, épargner la vie de ces hommes quand le sacrifice n'était pas utile à la défense du pays. Et donc il était sûrement beaucoup moins méfiant, beaucoup moins sur ses gardes que ne l'étaient beaucoup de gens autour de nous, beaucoup d'amis, et sûrement que l'était ma mère. Mais je crois qu'à Nice, dans les premiers mois, nous n'avons pas senti, pendant cet été 40, qu'il y avait une menace particulière, et penser que les choses pouvaient se précipiter comme ça a été le cas. Et puis, il y a eu le statut des Juifs. Très rapidement, lui-même n'a plus pu exercer officiellement l'architecture. D'ailleurs, je dirais officiellement, mais pas davantage officieusement. Il n'a pas eu de travail. Il n'avait guère d'économie. La vie est devenue très, très difficile. En même temps qu'on sentait que dans la zone occupée, les choses venaient était encore toute une partie de la famille, du côté maternel et paternel, des oncles et tantes, mes oncles et tantes médecins, le frère de mon père qui lui était ingénieur et avait une entreprise, et qui très rapidement, en 1941, l'un a été, l'oncle ingénieur a été arrêté dans la première grande rafle de juifs français à Paris. Et mes oncles et tantes maternelles sont venus se réfugier à Nice pour quelque temps, après avoir été à Toulouse. Donc,
on sentait à l'époque, on avait encore le sentiment qu'il y avait une différence entre, même une grande différence entre la zone occupée et la zone non occupée, et le sentiment que peut-être on serait, même s'il y avait des mesures discriminatoires lourdes et très, très désagréables, très discriminatoires, pas le sentiment d'une menace directe pesant sur nous. Cette menace, on l'a tout de même sentie à partir de 1942, parce que on a commencé à arrêter des juifs étrangers, et il y en avait beaucoup, beaucoup à Nice, et nous en avons même hébergé à la maison. Mais justement, on ne pensait pas qu'en étant hébergés à la maison, nous prenions des risques, et on pensait qu'eux étaient vraiment, vraiment à l'abri. Sauf qu'ils étaient à l'abri aussi longtemps qu'on ne savait pas qu'ils étaient là, mais que tout de même, c'était un abri qui était sûr pour eux. Et ça a été de passage ailleurs pas très longtemps, parce que souvent ils ont pu partir se cacher, ou ils ont été ailleurs dans de meilleures conditions que dans une famille comme la nôtre. L'appartement était petit, enfin beaucoup de raisons pour ne pas y rester. Mais c'est un souvenir très précis des premières arrestations de juifs étrangers. Et nous vaquions sans penser qu'il y avait vraiment un danger. Un danger jusqu'au moment de l'armistice italien, et où parce que même quand les Italiens ont été là, on n'a pas senti qu'il y avait un risque, et où l'armistice des Italiens a amené l'occupation des Allemands. Et qui, très vite, je dois dire qu'on n'avait même pas eu le temps de prendre conscience qu'il y avait eu ce changement entre Italiens et Allemands, qu'il y a eu les premières arrestations. Notamment, j'ai eu une de mes très bonnes amies du lycée, éclaireuse, qui a été arrêtée, je ne sais pas, tout de suite au début. Et vous, chassez du lycée? Et moi, au bout de 2 ou 3 mois... alors, vous savez, il y a les bonnes et les mauvaises interprétations. Moi, j'ai pris ça comme étant chassée du lycée, parce que la directrice, j'étais en philo, et la directrice m'a fait savoir qu'elle souhaitait que je ne vienne plus au lycée, parce qu'elle craignait qu'on vienne m'arrêter au lycée. Alors, un jour, j'ai dit ça à quelqu'un qui m'a dit « Oh, mais c'était pour vous protéger ». Elle pensait que c'était dangereux pour vous. Je crois que c'était quelqu'un qui m'a dit ça des années après, enfin, qui écrivait une histoire du lycée de Nice et qui m'avait demandé un témoignage sur le lycée. Et j'avais dit ça à propos de la directrice. Je crois que c'était une interprétation très bienveillante de l'attitude de la directrice. Dire que nous avions été aussi très marqués auparavant par le fait que nous avions la directrice du lycée que nous aimions beaucoup, et qui avait qui avait dû lâcher ses fonctions parce qu'on disait qu'elle était franc-maçonne, ou pour des raisons politiques. Et donc, on avait déjà... il y avait dès ce moment-là, dès avant, un clivage qui s'était instauré au sein du lycée entre ceux qui résistaient, ou qui avaient une attitude, selon leur attitude, à la fois vis-à-vis de l'occupation, mais aussi vis-à-vis du gouvernement officiel, entre guillemets, de la France. Vous passerez quand même votre baccalauréat, mais vous serez bientôt arrêté. Oui, alors j'ai donc cessé d'aller au lycée, mais par des camarades, dont d'ailleurs l'une était d'origine italienne, et probablement un père qui n'était pas hostile au régime. Ce n'étaient pas des gens qui étaient réfugiés, mais qui étaient une très bonne amie. J'avais toutes les notes qui étaient prises en classe, et les devoirs qui étaient à faire, mes copies étaient corrigées par les professeurs. Donc en fait, j'ai suivi, je dirais, par correspondance ou par transmission, ce qui se faisait au lycée. Et comme le Bachot a été très avancé cette année-là, parce que les Allemands craignaient, qu'il y ait un débarquement sur la côte méditerranéenne. D'ailleurs, sur la plage, on avait construit
des blocos. Le lycée devait être évacué, enfin les établissements, beaucoup d'enfants sont partis, et donc on avait avancé le lycée à la fin du mois de mars. Et c'est comme ça que j'ai passé mon bachot à la fin du mois de mars, sous mon vrai nom. Mais entre-temps, je veux dire que des professeurs du lycée qui étaient des amis de mes parents, mais qui n'étaient pas du tout des gens intimes de mes parents, mais qui avaient été professeurs de mes sœurs, qui rencontraient mes parents, je crois, en faisant du ski ou dans des activités diverses culturelles à Nice, les uns avaient hébergé moi, et les autres avaient hébergé ma sœur, et mon frère, mon père étaient cachés chez d'autres gens, notamment chez un ancien dessinateur de mon père. Et j'avais une fausse carte d'identité que j'utilisais, qui était la carte d'identité que j'avais sur moi quand j'ai été contrôlé. Et je pense que c'était des cartes d'identité que la Gestapo elle-même avait mis en circulation. Je me souviens, il y avait une signature assez particulière, à l'encre bleu-vert, mais plutôt vert. Et quand ils m'ont arrêté, ils m'ont montré d'ailleurs un certain nombre de cartes qui étaient des cartes en blanc qui portaient toute cette signature. Alors, est-ce qu'ils avaient arrêté les personnes qui les fabriquaient, le groupe qui les fabriquait, ou est-ce que c'était eux-mêmes qui les avaient mis en circulation? Ça n'est pas impossible, avec des signes distinctifs. Certains ont dit que j'avais été dénoncé, moi je ne le pense pas. Je crois que c'est vraiment un contrôle dans la rue, m'imaginant que ces papiers me protégeaient. La veille, j'avais été passer mon bachot, et ce jour-là, j'étais sortie aussi avec des amis. En général, nous n'allions jamais les uns chez les autres, et on se rencontrait à différents endroits, on se donnait rendez-vous. Moi, je veux dire que je continuais à sortir parce que j'avais des faux papiers, et je me suis fait arrêter dans la rue avec des faux papiers, et que comme j'ai voulu prévenir ma famille que les papiers étaient faux, les gens qui étaient avec moi et qui connaissaient l'adresse ont été les prévenir que j'avais été arrêté, et eux qui n'allaient jamais à l'endroit où j'étais, malheureusement, s'étaient inquiétés de ne pas me voir et s'étaient rendus chez ses amis. À partir de là commence la terrifiante accumulation des horreurs. Là encore, pour l'histoire, il faut que vous nous racontiez d'abord Drancy. Oui, d'abord, quand j'ai été arrêté, j'ai tout de suite été très pessimiste. J'étais à la fois très pessimiste et en même temps, au fond, sans savoir exactement ce qui nous attendait. Et je crois que j'en parle parce que je crois que c'est le cas de beaucoup de gens. On dit toujours on savait tout. Alors, il y a sûrement des gens qui savaient tout, mais pas beaucoup, je crois. Les choses étaient toujours imprécises. C'était au fond, on pensait qu'on était déportés, donc on avait de grandes chances qu'on ne resterait pas en France. Je crois que très peu de gens savaient et que les autres ne pouvaient pas imaginer ce qui se passait. Je crois qu'on se disait, le travail sera très dur, les conditions matérielles effrayantes, est-ce qu'on restera en famille ou pas, c'est pas sûr, voilà. Mais je crois que l'extermination systématique dès l'arrivée de la plupart des gens qui arrivaient dans un convoi, peu de gens le savaient, très peu. Quand ils savaient, ils ne voulaient pas le formaliser. Je pense par exemple peut-être certains des responsables de Drancy ne voulaient pas le formaliser parce que ça serait encore plus pénible et terrible, parce que de toute façon les gens partaient. Mais que l'établissement des listes des gens qui partaient serait encore plus difficile à faire. Parlez-nous de la rumeur de Pichipoy à Drancy. Justement, à Drancy, quand on en parlait,
Nous sommes partis, nous sommes restés une petite semaine à Nice, dans un hôtel qui était près de la gare centrale. Et donc, nous sommes partis pour Drancy, dans des wagons qui étaient des wagons de voyageurs ordinaires. C'est le seul moment où on a été en wagon voyageur, avec simplement, il y avait tout un, comme ils groupaient les convois une fois par semaine, c'était tout un wagon qui était gardé, mais qui n'était pas tellement gardé. Je ne crois pas que c'était des SS, je crois que c'était des soldats de la Wehrmacht, et peu de monde. Et il y a eu des moments où des jeunes gens auraient pu s'évader. Mais d'une part, on pensait qu'il y avait de l'espoir, et je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de gens pour s'évader si vraiment on avait su ce qu'il en était. Et d'autre part, il y avait, compartiment par compartiment, un sondage qui était fait en disant si quelqu'un s'évade, le reste du compartiment ou un ou deux du compartiment seront fusillés. Donc il y avait une pression de tous ceux qui étaient un peu âgés, qui avaient des enfants ou autres, pour empêcher les évasions. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y en a eu peu. Et certains récits, alors témoignages de gens qui se sont évadés, il y a comme ça un témoignage absolument épouvantable de quelqu'un qui s'est évadé contre ses parents, qui ne voulaient absolument pas, lors d'un train qui était entre Drancy et Auschwitz. Et la seule chose dont ils se souviennent, et il le dit dans un témoignage épouvantable, c'est la malédiction de ses parents, enfin de sa mère, parce qu'il est en train de s'évader avec sa sœur. Ils se sont tout de même évadés, parce que comme sa sœur a sauté, il l'a rejointe, et tous les deux se sont évadés. Mais ça montre bien que les gens... Alors ça, c'est l'histoire d'un convoi très tardif de juillet 1944. Ça montre bien que les gens n'avaient pas de certitude. Alors c'est que les gens en question, c'est des gens qui étaient tout de même bien informés à Drancy. Alors on disait Pichipoy, mais Pichipoy, ça ne voulait rien dire. C'était parce que c'était un endroit inventé. C'était un endroit, justement, on ne sait pas, qui laissait une espèce de doute. Mais ce doute, il était tout de même, il penchait vers une situation très dramatique, parce que quand justement nous sommes retrouvés à Drancy, enfin comme si on à Drancy avec maman, ma sœur aînée et mon frère, il y a eu une possibilité. On a proposé aux hommes qui étaient valides, qui avaient entre 18 ans et 45 ans, ou un peu plus, un peu moins, de pouvoir rester, ne pas partir dans un convoi, et peut-être en leur laissant miroiter l'idée qu'ils resteraient pour travailler en France à l'organisation Todt. Et au fond, presque sans hésiter, maman a conseillé à mon frère a décidé qu'ils resteraient, donc si on avait pensé rester ensemble, ils ne l'auraient pas fait. C'est qu'on pensait bien qu'il y avait de grands risques. Je dirais tout de suite que ce convoi, en fait, mon père a été arrêté quelques semaines après, l'a rejoint, et tous les deux sont partis dans un convoi en fait de l'organisation Todt. Il y a eu un convoi d'hommes qui est parti de Drancy, le seul d'ailleurs, convoi comme ça, un convoi de 870 ou 850, je ne sais plus, et qui a été dans les pays baltes, qui n'a pas été à Auschwitz, qui a été à Kaunas, et en Estonie, et dont on a su très peu de choses, et très tardivement, puisque les pays baltes étaient jusqu'en 1991 sous l'hégémonie de l'Union soviétique, et qu'on ne savait rien, ou peu de choses, et ils ont été presque tous exterminés très, très vite. Enfin, moi j'ai été là-bas depuis, en 1996, et on voit un fort, il y a un grand fort à Kaunas, où probablement la plupart ont été, où il y a des restes d'ailleurs, des marques, enfin, ils ont laissé des inscriptions de leur passage. Mais on sait très peu de choses, et il n'y a eu que 15 survivants.